le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce aujourd'hui. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Troisième sortie pour cette semaine, mercredi 22 décembre 2021. En direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour la présentation. À Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Joël François et Smith Jean-Julien Robins sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacques Mel. Libye, l'élection présidentielle reportée à 2 jours du scrutin. Les autorités libyennes ont confirmé que l'élection prévue vendredi n'aurait pas lieu. L'autorité électorale proposant de reporter d'1 mois cette échéance cruciale dans le processus de transition. Voici un reportage signé Euronews. Les Libyens devaient participer le 24 décembre prochain à la première élection présidentielle de leur histoire. 2 jours seulement avant le scrutin, les autorités ont confirmé qu'il n'aurait pas lieu. Une nouvelle illustration du chaos politique dans lequel reste embourbé le pays depuis la chute de Mouammar Kadhafi il y a 10 ans. Des pouvoirs rivaux opposent toujours l'Est et l'Ouest du pays. Homme fort de l'Est, le maréchal Khalifa Haftar était parmi les principales figures en lice pour cette présidentielle. Le Premier ministre actuel, l'homme d'affaires Abdelhamid Beba, est également candidat. Le fils cadet du dictateur déchu, Seif el-Islam Kadhafi, a lui vu sa candidature rejetée. Le report de l'élection était pressenti depuis plusieurs semaines. Cette experte de la région explique que le pays était loin d'être prêt. Il n'y a pas eu de campagne électorale. Les Libyens n'ont aucune idée des candidats et de leurs programmes, si tant est qu'il y ait des programmes. Donc les conditions ne sont pas réunies pour un processus électoral de cette ampleur. Chaque camp se rejette la responsabilité de la situation. La Haute Commission électorale a avancé une nouvelle date, le 24 janvier prochain. En attendant, le risque d'une reprise des violences semble plus fort que jamais. Israël a annoncé mardi qu'il allait proposer une 4e dose de vaccin contre le Covid-19 aux personnes âgées de plus de 60 ans. Une décision prise sur fond d'inquiétude concernant la propagation du variant Omicron du coronavirus qui a provoqué une flambée épidémique à travers le monde. Voici un reportage signé France 24. 1er août 2021, Israël devient le premier pays du monde à autoriser une 3e dose de vaccin contre le Covid-19. Depuis ce mardi, il devient le premier pays à autoriser, cette fois, une 4e dose. J'ai donné l'ordre de se préparer immédiatement à un 4e vaccin, même pendant cette vague, comme nous l'avons fait avec le booster durant Delta. Nous avons l'intention d'être actifs et innovants et de faire tout pour gagner. Le monde nous suivra. La date du début de la vaccination pour cette 4e dose n'est pas encore connue. Contrairement aux bénéficiaires, il s'agit des plus de 60 ans, des personnes immunodéprimées et du personnel médical. Le but du gouvernement israélien, lutter contre le variant Omicron qui continue de se propager dans le pays. Autre décision des autorités, les enfants qui appartiennent à des communautés où la vaccination est faible et le taux de morbidité élevé devront suivre leur cours à la maison. C'est le cas des Arabes israéliens et c'est aussi le cas des Juifs ultra-orthodoxes. Ces derniers sont en moyenne 2 fois moins vaccinés que le reste de la population. Je ne suis pas encore vacciné parce qu'il n'y a rien qui presse. Je ne suis pas contre la vaccination, mais il y a un peu de paresse. J'irai sûrement le faire bientôt. Enfin, la liste des pays visés par des restrictions de voyage s'allonge. Sont concernés depuis ce mardi, entre autres, l'Allemagne, le Maroc, le Canada, mais surtout les États-Unis, pays dont des centaines de milliers d'Israéliens possèdent la nationalité. Alors que le monde entier s'affole depuis la découverte du variant Omicron en Afrique du Sud, les experts tentent de calmer le jeu. Le pays fait actuellement face à la 4e vague de la pandémie fortement alimentée par une hausse de cas liés au variant Omicron.
Voici un reportage signé Africa News. Alors que le monde entier s'affole depuis la découverte du variant Omicron, en Afrique du Sud, les experts tentent de calmer le jeu. Le pays fait actuellement face à la 4e vague de la pandémie, fortement alimentée par une hausse de cas liés au variant. Pourtant, selon ce professeur, le pays est déjà en train de sortir de cette 4e vague. Je pense que cela indique que nous avons dépassé le pic de la 4e vague, donc je pense que c'était une vague courte. Nous avons prédit cela lorsque nous avons commencé à voir l'énorme quantité de cas. C'était une très forte augmentation par rapport à la ligne de base de la première semaine, fin novembre. À ce moment-là, nous avons vu vraiment beaucoup de cas. Nous avons donc prédit que cette vague allait être très courte. Et je pense que c'est ce que nous voyons maintenant, une diminution de cas. Par ailleurs, même si le variant Omicron se répand rapidement à travers le monde, il ne serait pas aussi dangereux que certains l'avaient prédit. Il y a un grand nombre d'infections, mais lorsque l'on regarde les hospitalisations ainsi que d'autres marqueurs de gravité de la maladie, on ne constate pas vraiment beaucoup de cas graves avec le variant Omicron. Donc je pense que c'est bon signe, et cela indique que ce n'était pas si grave que cela, parce que le pic est déjà passé. Face à Omicron, le président américain Joe Biden refuse lui aussi de paniquer. Il envisage de lever les restrictions de voyage pesant sur 8 pays africains, dont l'Afrique du Sud. Au Soudan, presque 2 mois après le coup d'État du 25 octobre, la contestation populaire contre l'armée au pouvoir ne faiblit pas. Les manifestations réprimées de dimanche ont fait 2 morts et 2 femmes ont été violées. Voici un reportage signé TV5 Monde. Khartoum, dimanche dernier, les soldats soudanais dispersent des milliers de manifestants avec violence. Ces derniers sont venus protester contre le coup d'État du 25 octobre. Mais devant le palais présidentiel, on les traque. L'un d'eux est même lynché en pleine rue. Le lendemain, nous rencontrons la famille Majoub dans la banlieue de Khartoum. Elle est en deuil. Leur fils Mohamed a été tué dans cette manifestation. Devant la maison familiale, oncles, cousins et amis sont venus présenter leurs condoléances au père du défunt. Mon fils était un homme intègre. Il n'était pas engagé en politique. C'était une personne normale. Je l'ai élevé comme il fallait. Il était juste ingénieur, il n'avait rien à voir là-dedans. Ce jour-là, comme chaque semaine, depuis le coup d'État militaire, le jeune homme de 28 ans manifeste avec des amis. Saïd était aux côtés de Mohamed lorsque celui-ci a été mortellement touché. Les premières heures avec la police ont commencé vers 1h l'après-midi. Au début, ce n'était que la police qui s'en prenait à nous. Puis l'armée est arrivée pour les soutenir. C'est à ce moment-là que Mohamed a été tué. Ils ont ouvert le feu pour nous disperser. Ils tiraient à balles réelles. Et c'est là qu'il est mort. Bakri, encore sous le choc, évoque les derniers instants de son frère Mohamed. C'est une vidéo prise par mon frère pendant la manifestation sur le pont. Sur la vidéo, il est 2h41, le 19 décembre, 2 heures avant son assassinat. Voilà les photos de mon frère à l'hôpital. On voit que la balle est sortie là, juste à côté du cœur. Elle l'a frappé dans son dos avant de ressortir du côté gauche de sa poitrine. Lorsqu'il apprend la mort de son frère, Bakri se rend directement à l'hôpital pour identifier son corps. La répression violente des manifestations par les forces de sécurité a, selon l'Association des médecins soudanais, fait 331 blessés. À ce jour, plusieurs manifestants sont toujours dans un état critique. L'annulation de festivités de fin d'année sur le continent européen. Les yeux maintenant sont tournés vers la Grande-Bretagne avec une question: la vague Omicron spectaculaire va-t-elle déboucher sur une flambée de cas graves dans les hôpitaux? Les projections du nombre de contaminations sont folles, 2 millions de cas par jour à la fin du mois, et face à cela, Boris Johnson a bien du mal à tenir le gouvernail. Voici un reportage signé La 5
à l'émission C'est dans l'air. Dès les tout premiers cas, en février 2020, Boris Johnson refuse de changer les habitudes des Anglais. Au nom, disait-il à l'époque, du droit inaliénable des Britanniques à se rendre au pub. D'abord partisan d'un certain laisser-faire pour atteindre l'immunité collective, le Premier ministre a mis du temps à se résoudre aux restrictions sanitaires et a donné l'exemple en matière de distanciation sociale. Je continue de serrer des mains. L'autre jour, j'étais à l'hôpital où je crois qu'il y avait quelques patients atteints du coronavirus et vous serez ravis d'apprendre que j'ai serré les mains de tout le monde. Bon, pour les aspects scientifiques, je laisse la main aux experts. Lavez-vous les mains. Oui, notre avis, c'est lavez-vous les mains. C'est crucial. Très rapidement, la Grande-Bretagne devient le pays d'Europe le plus endeuillé par le Covid-19. Et Boris Johnson, lui-même contaminé, en réchappe. Il remerciera dans une vidéo Jenny et Louis, ces deux infirmiers qui l'ont sauvé. Il change de ton face au virus. Partout dans ce pays, 24 heures sur 24, à chaque seconde de chaque heure, il y a des centaines de milliers de personnels soignants qui agissent avec la même attention, rigueur et empathie que Jenny et Louis. C'est pour cela que nous allons vaincre le coronavirus et le vaincre ensemble. Et dans cette bataille, le Royaume-Uni prend une longueur d'avance. L'histoire retiendra le nom de cette Britannique, Margaret Keenan, comme la première patiente au monde à recevoir le tout nouveau vaccin Pfizer-BioNTech. Je vous dirais de foncer. Allez-y parce que c'est gratuit. Et c'est la meilleure chose qui soit arrivée pour le moment. Alors allez-y. Si je peux le faire, vous le pouvez aussi. Et juste après Noël, Bojo se félicite de la validation d'un autre vaccin. Et en plus, celui-ci est british. L'approbation du vaccin Oxford AstraZeneca est une réussite fantastique pour la science britannique. Elle va nous permettre de vacciner plus de personnes et aussi de les vacciner plus rapidement. La suite, c'est une campagne de vaccination massive, tous azimuts, et surtout plus tôt que la plupart des autres pays européens. Objectif, rouvrir l'économie britannique le plus vite possible. Mais si la Grande-Bretagne est en avance sur les vaccins, elle est aussi la première en Europe à être confrontée à un nouveau variant venu d'Inde. Selon les dernières estimations, le variant Delta représente désormais plus de la moitié et jusqu'aux 3/4 de tous les nouveaux cas de contamination. Malgré le risque et malgré les alertes sur le raz-de-marée du variant Delta, Boris Johnson s'en tient à sa promesse faite aux Britanniques. Le retour à une vie entièrement normale, sans masque obligatoire ni distanciation. L'été 2021 outre-Manche, c'est l'Euro de football, comme avant le Covid. Et dans la nuit anglaise, l'ambiance est au compte à rebours. Car le Premier ministre a baptisé ce jour le jour de liberté. Il arrive un moment, après que tant de personnes ont été vaccinées, où de nouvelles restrictions n'empêchent plus les hospitalisations et les décès, mais retardent simplement l'inévitable. Il faut donc se poser la question, si ce n'est pas maintenant, alors quand ? Mais 6 mois plus tard, à nouveau le Royaume-Uni se trouve en première ligne face au variant Omicron, qui selon les conseillers scientifiques du gouvernement, pourrait contaminer de 600 000 à 2 millions de personnes par jour d'ici la rentrée si rien n'est mis en œuvre, pour entre 600 et 6 000 décès quotidiens. Mais cette fois-ci politiquement affaibli, Boris Johnson hésite à durcir les restrictions. On voit que les contaminations augmentent à Londres, en particulier les hospitalisations. Et donc la réponse, c'est de faire attention et aussi de se faire vacciner. Alors, pour y voir plus clair, les Britanniques peuvent toujours se tourner vers leur reine. Elisabeth de 95 ans leur a fait savoir qu'elle renonçait cette année à sa traditionnelle fête de Noël en famille. Sans doute y verront-ils un message politique d'exemplarité de la part de leur souveraine. C'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h. Merci de l'avoir suivi. Présentation Erlich Dorelas, production Edprod, réalisation Télé Beltemps pour les comptes de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel.
Couleur du temps pour ce jour à Boston, 41 degrés Fahrenheit, 5 degrés Celsius. À Jacmel, 83 degrés Fahrenheit, 28 degrés Celsius. Bonsoir Joël, bonsoir Robins, bonsoir Smith, Jean-Julien. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mercredi et n'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.